Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. Si vous avez la santé, vous avez l'essentiel. États-Unis d'Afrique. Moi, ce mot-là, quand je l'emploie, j'ai toute ma tête, toutes mes émotions qui partent en vrille carrément. Parce que c'est tellement un rêve pour moi, les États-Unis d'Afrique. Vraiment, c'est un rêve depuis, je sais pas, depuis gosse, depuis que je suis ado en fait. Et c'est en lien avec ma trajectoire personnelle que j'ai eue. Les États-Unis d'Afrique, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que ça peut être une réalité? Qu'est-ce qu'on entend par États-Unis d'Afrique? D'où vient d'ailleurs ce- cette idée-là de faire les États-Unis d'Afrique? Déjà en amont, il faut juste reconstitualiser peut-être les choses. Il y a eu l'esclavage, tout le monde sait comment ça s'est passé, comment les premiers Portugais ont découvert l'Afrique par le Congo. Et comment ça s'est passé ensuite. Puis il y a eu l'esclavage, je fais vraiment de manière très synthétique, hein. Mais vous voyez même la problématique. J'ai commencé par l'esclavage comme si l'histoire africaine commençait par l'esclavage. Mais c'est très volontaire de ma part. Et du coup, il y a eu la colonisation, etc. Il y a eu une déportation des peuples africains un peu partout dans le continent. Il y en a qui se sont déportés du côté de l'Amérique du Nord, latine, en Europe, etc. Et du coup, il y a eu aussi ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane, mais même cette traite, moi personnellement, en fait, il y a des choses pas qui me laissent perplexe, mais il y a beaucoup de recherches et d'études qui doivent être menées en amont, même s'il y a Tidjane Ndiaye, je crois, qui avait écrit un livre là-dessus. Mais bon, ça fera, je pense, l'objet de notre vidéo, mais c'était important aussi de le rajouter dans mon propos. Et du coup, il y a eu les indépendances en 1960, pour une grosse partie en tout cas de l'Afrique. Entre-temps, il y a eu des guerres, il y a eu des massacres. Pendant la colonisation, il y a eu des génocides. Il y a eu des mouvements de toutes les populations. Les, les colonialistes ont utilisé parfois, pas parfois, souvent d'ailleurs, ont utilisé les différences culturelles pour en créer des guerres, etc. Du coup, parfois qu'il peut exister une haine tenace, pas une haine, mais un ressentiment, parfois, à travers les différents peuples. On l'a vu, c'était il y a quelques mois avec c'était les Peuls et les Dogons. Non. Il y avait l'histoire à chaque fois des gens qui s'entretuent, par exemple au Mali, on a vu au Centrafrique avec les musulmans, les chrétiens. Non. Du coup, là, c'est par rapport aux religions. Certains définissent, pas définissent, mais historiquement définissent cela comme des religions colonialistes qui font en sorte que une, une alléliation culturelle, c'est-à-dire un asservissement des peuples par la religion que certains appellent l'opium du peuple. Bref, dans tout ça, j'essaie de résumer parce que sinon on en passe des jours et des jours. Fait qu'en 2023, aujourd'hui, quand on va parler d'États-Unis d'Afrique, ça soit avec eux, ça peut être avec des gens de la diaspora, ça peut être avec des gens qui sont sur place, des Africains qui sont sur place, avec des Afro-descendants. Pour une bonne partie en tout cas, surtout en tout cas pour les Africains qui sont sur le continent, c'est important. C'est une utopie. Une utopie parce que dans la vie de tous les jours, on voit ce qui se passe en fait. Et c'est compliqué comment parler d'États-Unis d'Afrique quand moi, dans mon propre pays, ça soit au Sénégal, ça soit en Mauritanie, ça soit au Mali, soit je suis discriminé, comme en Mauritanie, pour les Noirs mauritaniens qui sont discriminés, qui vivent un système, j'allais dire, discriminatoire à leur égard, que quand, par exemple, en tant
soit au Sénégal, voir que je n'ai même pas 2-3 sous pour pouvoir payer mon loyer avec des prix faramineux à Dakar concernant l'immobilier, dans tout cela, dans la vie de tous les jours, comment moi je peux me projeter dans les États-Unis d'Afrique? Et avec tous les guerres chaque jour sous nos yeux, ça peut être en Centrafrique, ça peut être au Soudan, ça peut être un peu partout, un peu partout, j'exagère, mais non, pas mal de coins en Afrique, en tout cas, avec des régions qui sont instables, avec Boko Haram, avec AQMI, etc., avec les multinationales qui profitent des ex-puissances coloniales pour mieux asseoir la spoliation des terres, comme le cas avec Areva au Niger. D'ailleurs, je vous renvoie à un ancien documentaire qui date déjà de 2007 ou 2006-2007 de Awadi, qui est un rappeur qui s'est défini comme étant panafricain sénégalais. Et je crois que ça s'appelle Le Cri du Lion, il me semble. Je l'avais regardé à l'époque. Et on voit dans le documentaire une personne qui... Un Nigérian, on dit, ou un Nigérien? C'est du Niger. Mais une personne, en tout cas, du Niger, qui dénonçait, en fait, l'exploitation des mines d'uranium par Areva, avec tous les impacts écologiques et désastreux que ça a eu lieu. Et nous passons des éléphants blancs du montage financier qu'on a fait au Congo, etc. Bref, c'est ultra... En fait, je pense qu'il faudra faire comme je l'ai fait, comme je le fais à présent, des mini-vidéos sur une thématique et puis passer à autre chose. Mais en fait, je fais exprès de parler de tout ce truc-là, tout ce qui s'est passé en amont, vraiment de manière très, très floue parfois, pour se mettre dans la peau d'une personne aujourd'hui, en 2023, penser les États-Unis d'Afrique. C'est problématique. Problématique parce que parfois, soit il y a des guerres, soit il y a des problèmes, pas des problèmes, mais des confrontations idéologiques. Certains vont se revendiquer panafricanisme, d'autres vont se revendiquer kémétique, d'autres vont se revendiquer socialiste, etc. Ce qui fait que ça pose problème. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ça fait qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait pour y parvenir. Ça soit même d'un point de vue symbolique dans l'imaginaire. Et les États-Unis, en fait, d'Afrique, ce propos-là va venir notamment de Marcus Garvey, mais pas que lui. Il y a Nkrumah aussi qui disait que l'Afrique devait absolument s'unir en fait pour pouvoir être réellement indépendante et lutter contre les ex-puissances colonialistes. Ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, c'est parce que les gens, parfois, quand on leur parle des États-Unis et d'Afrique, ils ont du mal à comprendre tout simplement l'intérêt. Quel est l'intérêt aujourd'hui que les États-Unis soient, qu'il y ait des États-Unis en Afrique? L'intérêt. Les gens ont du mal à savoir l'intérêt. Je pense, parfois c'est même pas ils ont du mal à voir, c'est tout simplement parce qu'ils sont sceptiques, ils ont aussi leurs raisons. Je veux pas me positionner comme étant la personne ayant l'esprit éclairé, hein, loin de là, sincèrement, en toute humilité. Et du coup, pourquoi les États-Unis d'Afrique? Après, on pourra revenir en fait sur la forme que prendra les États-Unis d'Afrique. Mais pourquoi d'abord l'intérêt? L'intérêt, on le voit aujourd'hui en 2023, on l'a vu par exemple, on voit concrètement, prenons un cas concret. Prenons par exemple le Sénégal par exemple. Il y a un homme politique qui s'appelle Ousmane Sonko, que vous devez connaître, bon, qui a quelques soucis de justice actuellement, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas vraiment le rapport entre lui et Macky Sall, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est on va dire son programme politique ou sa vision. Parce qu'il se définit plus ou moins comme panafricaniste. Du coup, admettons que cette personne-là arrive au pouvoir. Elle arrive au pouvoir, il veut enlever le franc CFA. Bon, bref, ok, il n'y a pas de problème.
il part dans cette optique-là vraiment de souveraineté économique, même souveraineté aussi culturelle, c'est important, du Sénégal. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce qu'il est possible pour un seul individu, un seul État, mener sa politique de libération? Est-ce qu'il est possible? Parce que quand on est seul, on est isolé. Et quand on est isolé, c'est compliqué dans la situation actuelle économique du terme, en fait. C'est important. Parce qu'on n'a pas les moyens... Je vais reformuler. Les États africains, surtout les États d'Afrique de l'Ouest en tout cas, n'ont pas les moyens techniques, financiers de leur politique de manière individuelle. C'est-à-dire que si, par exemple, le Sénégal décide de mener une révolution, dire le franc CFA, on fout à la poubelle, tous les intérêts, là, orange, tout ça, les dégager, on met d'autres. D'autres, qui sont les autres? Et il est là, en fait, moi, tout le problème. C'est-à-dire, en fait, un pays tout seul aura du mal, je ne dis pas que c'est impossible, mais aura du mal vraiment à vouloir mener le continent sur la réussite, en sachant que quand vous êtes seul dans un processus vraiment de souveraineté, vous ne vivez pas en vase clos, en fait. D'accord? Il y a des pays qui sont de la sous-région et qui peuvent ne pas être d'accord idéologiquement ou qui peuvent être pilotés par d'autres puissances occidentales. Il y a les multinationales aujourd'hui qui pèsent un poids immense. Hein. Si on prend, ça ne serait-ce qu'Apple, Apple, c'est tout le budget du Sénégal, de la Mauritanie, de tout ça. On voit carrément des multinationales qui peuvent traîner des États en justice. Donc, vous voyez là où nous sommes arrivés. Et du coup, c'est problématique qu'un État seul puisse vraiment se mener sur le chemin de la liberté. Et pourquoi les États-Unis d'Afrique, c'est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a, j'allais dire, une convergence de pensée, une convergence de techniques aussi financiers, qui fait que ensemble, on peut arriver à combattre non seulement les multinationales, on peut arriver à combattre les autres États, soit, et on peut aussi se mettre en rapport de force équilibré. Équilibré, parce que quand, je suis désolé, quand vous avez un État comme la Mauritanie qui pèse même pas 10 milliards, je crois, de PIB, quel est son rapport de force? Je ne sais pas moi. Ça peut être avec Apple, ça peut être avec Total ou autre, à titre d'exemple. Et pour moi, il est là l'intérêt. Après, est-ce que c'est un truc qui va être facile? Pas du tout. Et est-ce qu'on doit faire attention avec les États-Unis d'Afrique que ça ne devienne pas en fait ça devienne pas, j'allais dire, les États-Unis d'Afrique, de l'élite ou de la classe bourgeoise ou de la classe politique. C'est là qu'il faut faire attention. Moi, quand je parle des États-Unis d'Afrique, c'est les États-Unis d'Afrique des peuples. C'est redonner le pouvoir au peuple. Tout le complexe est là, en fait. C'est comment on va y parvenir. Parce que le problème, on peut partir avec de très beaux discours, des très beaux idées, mais concrètement, on peut vite reprendre les États-Unis d'Afrique. On peut le faire dès demain et ensuite on se rend compte, en fait, c'est les États-Unis d'Afrique des peuples ou c'est les États-Unis d'Afrique des hommes politiques ou des hommes d'affaires où ils vont encore plus réexploiter le peuple africain qui est là actuellement. Donc il faut vraiment faire attention. Les États-Unis d'Afrique, moi, comment je le conçois, c'est pour libérer en fait les peuples, parce que facilement, quand on fait, parce que les gens ils disent souvent oui, non, mais c'est la mondialisation, c'est la mondialisation, on ne peut pas vivre en vase clos, même l'Europe, même la France ne peut pas vivre tout seul, etc., etc. Franchement, ces discours-là, moi, ça me sidère au plus haut point, parce que l'Afrique à elle tout seul, je pense, en fait, notre problème à nous, Africains de l'Ouest peut-être, même de manière plus générale, hein. Et là, je m'avance sur un terrain glissant.
on ne se rend pas compte, en fait, de la potentialité de l'Afrique, je pense. Parce que j'en ai discuté avec des Africains de tous bords. Des Camerounais, des Congolais, quand j'étais étudiant, j'en ai rencontré, Dieu merci. Et autres, et autres, et autres. Je pense que on n'a pas conscience de la capacité du continent. C'est qu'en fait, on nous a tellement matrixés à l'école, on nous a tellement matrixés avec des fausses théories, la main invisible, tous ces bêtises, avec la démocratie, on nous a tellement matrixés avec les mass médias qui n'arrêtaient pas chaque jour nous montrer une Afrique méprisable et méprisante. Tous les jours que Dieu a fait. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, cela a changé. En temps, on voit des discours ou une vision, j'allais dire, une autre vision que la pensée, que l'unique pensée nous montrait à l'époque. En tout cas, c'était affreux. C'était l'Afrique. Donc, on voyait l'Afrique, c'était quoi? C'était, quand je dis nous, on voyait avant l'arrivée des réseaux sociaux, c'était quoi? C'était la famine, la guerre, la malnutrition, le sida et tout cela. On voyait que ça. Et donc, je pense même cela, ça nous a matrixé dans le sens où nous, ben, la colonisation, elle a toujours continué à travers, ça peut être à travers les films, à travers les FMI, la Banque mondiale. On voyait même quand je me rappelle, les gens disaient oui, l'Afrique est en retard. Ça m'a toujours fait rire. Et en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On parle de développement. En fait, vu que nos moyens de gestion de la société, ça a été calqué en fait, même parfois imposé, ce qui fait que nous, on reste dans dans une certaine virtualité qui fait que on se dit pour se développer, il faut passer comme par eux ils sont passés. Ou prendre des exemples à chaque fois. Oui, mais voyez-vous, l'Europe ne peut pas, non, l'Afrique ne peut pas vivre en vase clos. C'est totalement faux. L'Afrique à elle seule, c'est un continent. Si on voit tout j'allais dire la superficie maritime de l'Afrique, c'est le continent, il a des yeux partout. Hein. Partout, il a des yeux. Je parle même pas en fait du potentialité, ça on le sait tous. Encore, il y a toujours des prospections. Jusqu'à nos jours, on vous parle. On a découvert du gaz et du pétrole au Sénégal qui va être exploité, je crois, en 2024, il me semble. Donc, on ne parle même pas en fait des prospections qu'on n'a même pas encore faites. Que l'Algérie, par exemple, est en capacité de, de reverdir, je sais pas si ça dit, mais de remettre la nature sur le Sahara à travers les polymères. Non, mais je sais pas si on s'en rend compte en fait de la capacité et de la potentialité qu'a l'Afrique, mais de manière vraiment intitulée. Après, il ne faut pas que ça soit, on va dire, comme l'Europe actuellement. Tu vois, c'est l'Europe aujourd'hui, c'est une Europe certes qui a pu apporter pas mal de choses, mais que d'un côté aussi détruit aussi pas mal d'entreprises locales, etc. Mais ça, en fait, c'est parce que en Europe, on a des hommes politiques qui sont totalement véreux, qui sont des hommes d'affaires, qui sont de connivence avec des hommes d'affaires ou des multinationales. Mais l'Afrique, pour revenir en Afrique, le fait qu'il y ait les États-Unis d'Afrique, ça peut même nous permettre de vivre en vase clos. C'est-à-dire, en fait, on dit quoi? Le monde, on n'a pas besoin de vous. C'est possible. En Afrique, on peut faire une culture 6 mois au nord du Sahara, 6 mois dans une autre zone. C'est-à-dire 12 mois sur 12, il peut y avoir des productions agricoles en Afrique. En termes culturels, la culture, non mais je sais pas si les gens sont... La culture, culturellement, le nombre de langues qu'il y a en Afrique. Et vous savez que chaque langue, c'est un mode de pensée. Un mode de pensée, c'est quand vous allez parler, je sais pas moi, Souniké et Peul, ou quand vous allez parler, ça peut être même le berbère, ou ça peut être le swahili. Vous parlez en ayant, ou même en projetant un modèle de pensée et de vivre en fait. Tu vois?
Pour faire un aparté vite fait, on parlait souvent de, oui, il y a du racisme partout, même l'Afrique a été raciste. L'Afrique a été raciste, ou en tout cas les peuples africains aussi ont pratiqué du racisme. Je dis non. Tout simplement, quand on va voir dans les langues africaines, et pourtant je ne suis pas linguiste, mais je l'affirme avec certitude qu'on me sorte seulement le mot équivalence de race. Parce que tout simplement, moi je sais que dans ma culture, on ne voit pas le monde en tant que race. La race, c'est-à-dire comme, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec qui a théorisé sur la supériorité des races, que voilà, l'homme noir est tout en bas, feignant, l'arabe il est indocile, et les hommes blancs ils sont dans l'art, dans la science, etc. Bref. Mais pour vous dire, d'un point de vue culturel, mais tout ce qu'on peut faire, c'est immense. C'est-à-dire même, en fait, même pour créer notre système de gestion de la société, on peut se référer à nos langues. Et ça montre la multitude de potentialités qu'il y a de systèmes de gestion. Parce que je vous apprends rien, le nombre de langues qu'il y a en Afrique, il y en a énormément. Rien que ça, c'est d'un point de vue même immatériel, la richesse qu'on a, elle est illimitée, mais non. Mais elle est immense. En termes de superficie, en termes de... En fait, il y a toutes les conditions qui sont là, mais en fait, les gens n'ont pas compris que... Non, c'est pas que les gens n'ont pas compris encore, il faut que j'arrête avec ce propos-là, mais que je pense qu'on a du mal à saisir que l'Afrique à elle seule peut survivre à elle seule. Elle peut vivre, et elle peut se passer des autres. L'Afrique a besoin de se recentrer sur elle-même. Quand je dis l'Afrique, je parle de vraiment du continent. C'est en fait faire du sud-sud. Tu vois, moi, j'aimerais que si Sonko arrive au pouvoir un jour, il n'est pas le seul. En fait, c'est même pas que je souhaite qu'un homme politique, je souhaite en fait, même de manière symbolique, nous, les jeunes, qui soient afro-descendants, qui soient africains, quand je dis africains qui vivent sur le continent, que de manière symbolique, on commence à parler des États-Unis d'Afrique. Ce serait-ce que sur Internet, même si Internet, ça ne nous appartient pas, ça on le sait. Les réseaux sociaux, c'est un trompe-l'œil en fait. C'est un trompe-l'œil, les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire que la libération du continent va se faire facilement en fait. Il faut arrêter de penser que l'oppresseur arrête d'oppresser sous la volonté de l'oppresser. Non. L'oppresseur, en aucun cas, en aucun moment, va arrêter d'oppresser parce que l'oppresseur va lui dire s'il vous plaît, monsieur l'oppresseur, arrêtez de m'oppresser, je suis fatigué, j'arrive pas à manger et j'ai mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire que la libération du continent, avec tous les enjeux qu'il y a, géopolitiques, géostratégiques, on va laisser le continent se défaire des multinationales, de la France-Afrique, du franc CFA, du néocolonialisme, qu'on va se défaire facilement de certains hommes politiques que je ne vais pas citer ici pour ne pas créer de polémique, mais bon, les gens savent de qui je parle. Non. Tout homme politique qui vous dit que on va pouvoir se développer, chacun de son côté, pour moi, il faut revoir tout ça. On a besoin en fait quand alors en amont, je vais vous parler des États-Unis d'Afrique des peuples. On a besoin que des mamans qui n'ont pas fait d'études, qui participent à la vie de la société, parce qu'ils ont une vision que nous on n'a pas. Forcément, l'expérience de la ville, le fait qu'ils ont mis parfois beaucoup d'enfants au monde, ou même parfois qu'ils n'ont pas mis d'enfants, mais qui ont participé à la vie de la société, qui sont là, qui vont se tuer chaque jour sur le soleil, aller vendre des mangues à même pas 10 centimes pour pouvoir nourrir sa famille. On a besoin de ces femmes-là. On a aussi besoin des hommes qui n'ont pas fait des banques, qui n'ont pas fait d'école. On les a besoin
dans la gestion de la société. C'est pour ça qu'il faut revoir même la gestion de la société. Mais on en reviendra à ça plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Parce que je disais tout à l'heure, je disais dans une autre de mes vidéos que les États africains sont pris dans un étau qu'il faut péter. Et cet étau-là, il est multisectoriel et multidimensionnel. Maintenant, comment va se faire concrètement les États-Unis? Est-ce que ça va être un pays, par exemple, la Mauritanie, qui va se lever un jour avec un président qui arrivera au pouvoir avec cette philosophie-là, qui va dire, bah, écoutez, moi, la Mauritanie, en tant que chef d'État, et avec l'accord du peuple, on va faire les États-Unis dans le sens où on va juste renommer le peuple Mauritanie, États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire, en fait, il y aura Mauritanie qui va rester la Mauritanie avec ses frontières, mais il rajoutera États-Unis d'Afrique sur leur passeport, par exemple. Il pourra mettre dans la Constitution que chaque pays qui souhaite intégrer les États-Unis d'Afrique, il est possible. Après, il faut voir concrètement comment ça va se matérialiser. Est-ce que ça va être les États-Unis d'Afrique, par exemple, de blocs? C'est-à-dire, il y aura l'Afrique de l'Ouest qui, parce que de manière peut-être historique, de manière, j'allais dire peut-être mode de pensée, des similitudes, ce qui fait que il y aura l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique centrale, du Sud et l'Afrique du Nord également, par bloc, et ensuite se rejoindre sur une entité suprême. Mais une chose est sûre, les frontières héritées de 1885 de la conférence de Berlin, je ne pense pas qu'ils vont changer avec l'arrivée des États-Unis d'Afrique dès maintenant. Je ne pense pas. Peut-être plus tard. Mais je ne pense pas. Parce que on est ancré dedans actuellement, ça a créé des nationalités, des modes de pensée, des postures entre différents peuples. Donc je ne pense pas que cela va changer. Mais je pense que il est tout à fait probable dans les États-Unis d'Afrique, en fait, ça soit aussi vraiment économique. C'est-à-dire la Mauritanie restera la Mauritanie, le Sénégal restera le Sénégal, le Congo restera le Congo. Mais qui est, je parlais tout à l'heure de convergence vraiment technique, c'est-à-dire, ben voilà, on va faire en sorte qu'il y ait une armée africaine qui est composée de tant soldats qui se regroupent et qui défendent les territoires africains. Après, faire les conventions, faire comment ça se passe. Par exemple, la Mauritanie a accès sur la mer, c'est pas le cas du Mali. Faire des conventions entre pays, c'est-à-dire c'est des pays qui vont rester souverains, mais il y aura une entité au-dessus qui va essayer de réguler tout l'aspect économique, c'est-à-dire il peut y avoir soit un conseil de présidents africains. C'est pas forcément que ce soit un président qui va venir, qui va gérer tous les autres présidents. Ça, j'ai du mal à le croire. Peut-être un président ou un conseil qui sera peut-être les délégués des présidents de ces États-là fédérés. En fait, je pense qu'on doit vraiment proposer une innovation politique. Croire que les États-Unis d'Afrique se feront comme les États-Unis d'Amérique, j'y crois pas à ça. Mais je pense de manière progressive. Mais ça doit émaner des peuples. C'est-à-dire que nous, les peuples, même sur les réseaux sociaux, même, on doit en faire de manière symbolique, je pense, commencer à parler d'États-Unis d'Afrique, en faire des films. Il faut faire des films sur les des États-Unis d'Afrique. Faire des films pour réhabiliter l'imaginaire de l'homme noir. C'est important. Et tout à l'heure, au tout début de mon propos, je disais qu'il y a eu l'esclavage et la colonisation. Mais les États-Unis d'Afrique aussi permettraient aussi de nous permettra aussi de faire le deuil. On ne fera jamais le deuil de ce qui nous est arrivé. Nous permettra aussi de passer à autre chose, d'avoir une vision de où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, quelle Afrique on veut en 2050, quel projet technologique on veut mettre en place en Afrique. Ça nous permettra aussi de renouer avec notre histoire perdue. L'histoire perdue, c'est l'empire du Mandingue. L'empire, ça peut être de Suleiman Baal, ça peut être l'empire de Songhai.
tout ça en fait. Dire que ces États-là fédéraux existaient déjà en amont. Parce que le sud de la Mauritanie, une partie du Mali, du Sénégal, c'était l'Empire du Mandingue. C'était un État fédéral. C'était pas un État qui allait tout centraliser. On ne peut pas ça en Afrique de toute façon. C'est impossible. Mais je pense qu'on doit vraiment innover. On doit proposer des constitutions sur les États-Unis d'Afrique, les modes de gestion de la société, les modes de gestion politique, économique, comment on veut se positionner. Et je pense que chaque État, chaque peuple, c'est-à-dire de son côté, ça peut être le peuple sénégalais, le peuple mauritanien, le peuple congolais, le peuple zambien, etc. Vraiment, chacun de ces peuples-là devra, je pense, faire des propositions sur les États-Unis d'Afrique, comment eux, ils le conçoivent. Parce qu'il faut prendre en compte aussi les réalités qui sont là, politiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudra une autre génération. Il faut arrêter de, quand on tient ce propos-là d'États-Unis d'Afrique, qu'on nous qualifie de panafricanisme, ça ne veut absolument rien dire. Ou de kémisme, ou de quoi que ce soit. Non, ça ne veut absolument rien dire. Je pense qu'il en va de la survie de l'Afrique. Parce qu'il y avait Hamzat qui avait fait une vidéo il y a très longtemps, il parlait de la balkanisation de l'Afrique. On est en train de balkaniser l'Afrique sans cesse. Il n'y a aucun meilleur moyen d'empêcher, entre autres, un parmi les autres moyens d'empêcher en tout cas la souveraineté d'un peuple, en l'occurrence là la souveraineté de tout un continent, à part la balkanisation. On a balkanisé le Soudan, on a balkanisé la Centrafrique, on a balkanisé le Congo, etc. etc. Parce que le problème, c'est qu'il y a des problèmes maintenant interethniques, ça, personne ne peut le nier. Parce qu'il y a eu des guerres il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le colonialiste a profité des différences culturelles parfois pour mettre telle personne, telle catégorie de la population sur d'autres personnes, etc. etc. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, personne ne peut nier les problèmes interethniques qui existent, mais dire que ces problèmes-là ont toujours existé, c'est faux. Même si ces problèmes-là ont toujours existé, même si, admettons que je l'accorde, il y a eu des moyens de pacification, ce qu'on appelle la plaisanterie, j'ai oublié, la plaisanterie, on va dire, le mot je l'ai dans ma tête, j'arrive pas à vous le dire en fait. Bref, c'est le fait que par exemple, telle communauté va plaisanter avec une telle communauté. Il y a eu ces moyens-là qui ont été mis en place. Donc, il y a eu des problèmes, certes, il y en aura toujours. Mais dire que parce qu'il y a ces problèmes, on ne peut pas, c'est pas vrai. Chaque problème a ses solutions. Pour moi, donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse en fait sur ce qu'on peut faire. Et je disais en fait, il en va de ça en fait. Si vraiment on veut sortir, on veut s'affranchir des multinationales, de la France, de la Chine, de la Russie, peu importe. Il faudra à un moment donné faire les États-Unis d'Afrique. Qu'il y ait des échanges commerciaux, que les Africains aient un passeport africain, c'est-à-dire que les visas déjà, on peut dire en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays, on n'a pas besoin de visa. Mais après, ça demande aussi, je sais, de la technologie pour la sécurité, pour éviter que tout un peuple se déplace, on rejoigne un autre, etc. Certes, ça aussi, c'est des choses à penser en termes d'innovation. Il faut voir. Parce que le problème, tous nos pays, j'abuse, mais une bonne partie des pays, c'est des poudrières. C'est juste, ça n'a pas encore explosé. À cause de la discrimination, à cause de l'inégalité, à cause de la pauvreté, à cause des guerres. Les guerres n'ont pas été réglées. Ça a créé des séquelles. Quand on fait une guerre pendant 20, 30 ans, c'est pas du jour au lendemain que toute la haine qui a été mise en place disparaît. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas les États-Unis d'Afrique, parce qu'il n'y en a pas, mais il est très facile aujourd'hui de déstabiliser un pays africain. On l'a vu par le passé. Combien de présidents sont morts? Où il suffit parfois d'inonder le pays, parfois qui s'oppose à tel ou à tel ordre de pensée. On inonde ce pays de faux billets. On crée de l'inflation, on crée un mécontentement général au sein du pays. Et puis voilà, et puis le président en place aura tendance à riposter contre son peuple, et ensuite voilà, ceux qui ont organisé tout ça interviennent pour dire non, vous n'avez pas le droit de.
Frappez votre peuple. Donc, le jeu, il est pipé dès le départ, en fait. Les jeux sont pipés. Ils sont pipés. Il est très facile que, même vous, demain, si vous êtes un pro États-Unis d'Afrique, vous arrivez au pouvoir, il est très facile de vous déstabiliser. On n'a aucun moyen sur les cours internationaux financiers. Aucun moyen. Il est facile en sachant que si ce n'est pas un mode de pensée qui vient du bas, ça ne sert à rien. Si ça ne vient pas du bas, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne du bas. Parce qu'après, pour déstabiliser un pays, c'est très facile. Très facile avec les bases militaires, soit à travers l'argent, soit à travers les masses médias, même les réseaux sociaux qu'on utilise, Internet, on n'a pas nos propres canaux d'Internet. À un moment donné, ça va 2 minutes. On n'a même pas de satellite qui nous appartiennent. Donc, voilà. Il ne faut pas croire que la libération du peuple se fera d'un claquement d'œil et de manière facile, sans souffrance. Ça, ce sont les politiques qui vous disent ça, et la plupart des politiques, malheureusement, leur intérêt, c'est d'arriver au peuple. Moi, je crois aux États-Unis d'Afrique, dur comme fer. Je ne crois pas pour une question de vengeance, non. Parce qu'on a besoin des années d'Afrique pour pas que l'Afrique encore retourne de manière incessante, qu'il y ait un éternel recommencement de l'histoire. Il y a des balkanisations, il y a des guerres, etc. On est en incapacité de réagir face à cela. Imaginez-vous qu'il y a les États-Unis d'Afrique. Vous pensez que les petits là, AQMI, Boko Haram, les petits rebelles là, comme ça, là, pourront foutre leur merde? 2-3 claquements d'œil, on les fout à la porte. On finit en une seule journée, c'est réglé, on passe à autre chose. Maintenant, il faudra mettre l'ego de côté. Maintenant, il faudra proposer des solutions viables et pratiques. Après, les solutions, ça s'améliore dans le temps. Mais ça, il faut que ça émane du nous des peuples. Des peuples. Il faut que les peuples revendiquent les États-Unis d'Afrique dans les élections à chaque fois locales. On n'en entend pas parler. On n'en entend pas parler. Chaque peuple parle de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. C'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, en commentaire, on va parler, on va discuter, on va voir comment on peut, même si on n'arrive pas là à commencer de manière pratique, c'est-à-dire, parce que c'est des choses qui prennent du temps, c'est pas du jour au lendemain, mais on peut commencer par l'imaginaire, on peut commencer à faire notre propagande, on peut commencer à faire des films panafricains, on peut commencer à faire des films sur les États-Unis d'Afrique. À une ancienne époque, très lointaine, j'étais rappeur. Ma carrière n'a pas duré longtemps. Bref, j'avais toujours rêvé de faire un morceau, et ça c'était déjà en 2006, hein, sur les États-Unis d'Afrique. Un clip, pas un morceau, un clip. Parce qu'il faut en fait la propagande, il faut se réhabiliter l'imaginaire qu'on a pour pouvoir essayer d'avancer. Le chemin ne va pas être facile. Va pas être facile parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des guerres, il y a eu des familles, il y a eu de la haine qui a été créée ou qui a été structurée en tout cas entre différents peuples. Il y a des idéologies, il y a des civilisations qui vont être compliquées, comme entre le Maghreb du Nord et le Maghreb du Sud, Maghreb du Nord et l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne, excusez-moi, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais c'est possible. Et qu'on soit d'accord, je parle d'États-Unis d'Afrique. Moi, j'inclus l'Algérie, j'inclus le Maroc, j'inclus la Libye, j'inclus l'Égypte. Après, comment ça va se faire de manière technique? Parce que ce sera l'États-Unis d'Afrique économique, c'est-à-dire quand on a le passeport africain, je peux voyager en Algérie facilement, au Maroc, partir en Zambie sans aucun souci. Parce qu'il y aura des échanges commerciaux facilités, des routes de tel peuple à tel peuple qui va être pris en charge. C'est-à-dire, il y aura une route qui va faire du Maroc, je sais pas moi, aller jusqu'en Zambie. Et chaque pays que la route traverse met la main à la poche et fait des projets. Voilà. Mais ça va pas être facile parce que d'un point de vue même idéologique, il y a beaucoup de choses qui créent le fossé. Et il faut proposer des innovations, je pense. Ça va prendre du temps, mais je veux qu'un instant vous réfléchissez une seconde. Imaginez les États-Unis d'Afrique, de l'Algérie, puis fiers
immense. Imaginez la fierté algérienne si on arrive à en prendre enfin une fierté africaine et la canaliser dans la construction des États-Unis d'Afrique, de l'Algérie à l'Égypte, de l'Égypte en Afrique du Sud, en passant par l'Éthiopie, en passant par le Soudan, en passant par la Zimbabwe. On remonte, on passe par le Congo, on va au Mali, au Sénégal, en Nouakchott. Vous imaginez la force de frappe? Vous imaginez? Je ne parle pas d'Union africaine. Laissez-moi ça. Je parle, imaginez, une seule seconde. Demain, là, en 2023, à l'heure où je vous parle, il y a des manifestations, imaginez-vous, il y a des manifestations partout. En Alger, à Nouakchott, à Dakar, à Libreville, à Casa, etc. Il y a des manifestations pour réclamer les États-Unis d'Afrique. Imaginez-vous un seul instant. C'est un rêve. Peut-être de mon vivant, je n'assisterai jamais à cela. Après, ça ne veut pas dire que les gens sont obligés de s'aimer. Ce n'est pas une question d'amour. C'est pas une question d'amour. C'est pas... Nous, par exemple, on n'est pas obligé d'aimer les Algériens. Les Algériens ne sont pas aimés d'obliger, les Sénégalais, etc. Ce n'est pas une question d'amour. Je parle politique. On n'a pas besoin des briques. Moi, j'ai pas besoin des briques. Je m'en fous des briques. Je m'en fous. Je m'en fous de l'ONU. Moi, je veux les États-Unis d'Afrique. On va voir là comment le rapport de force va changer. On verra. On verra. Imaginez, il y a les États-Unis d'Afrique. Après, le problème, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment matériellement, de manière organisationnelle, ça va se mettre en place. Ça, c'est une autre histoire. Après, ça peut être un conseiller, ça peut être un conseil, ça peut être même une personne que les présidents acceptent que les présidents là, des États-Unis, les présidents de cette fédération-là, votent, et cette personne-là a un mandat de 6 mois, 1 an, et elle parle au nom de l'Afrique. Tous les terroristes là, allez, on les met, on les dégage. Les histoires de Sahraoui, de je sais pas quoi, bon, il n'y a pas de souci maintenant, vu qu'il y a des partages économiques, il n'y a aucun problème, parce que là, on pourra vraiment parler économie. Et le PIB, là, ça sera autre chose. Soit on additionne le PIB de l'Afrique, là, on peut mettre des moyens, on peut vraiment faire une économie organisée. Mais je sais, il y a des réalités, il y a des problèmes au niveau national. Ça, j'en suis conscient. Je les vis tous les jours, ça. Mais là, il faut passer maintenant. Il faut commencer. Il faut voir. Je l'ai dit, même de manière symbolique. Posez-vous une seule seconde et pensez aux États-Unis d'Afrique. Mais de manière réelle. Le monde bascule dans une autre dimension. Mais c'est pas pour une question de vengeance, hein, pour dire oui, on va se venger contre les États-Unis, on va se venger contre les blablabla. Non, c'est pas ça. C'est pour que l'Afrique réaccède aussi à sa dignité. Que l'homme noir aussi également soit respecté partout dans le monde. Parce que les États-Unis aussi, c'est une question aussi pour les États-Unis d'Afrique aussi. On ne va pas se leurrer. Les hommes noirs, où ils sont aussi malheureusement voilà, discriminés, racisés. Là, ça change. Là, ça change. Espérons. Mettez en commentaire vos idées, vos propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire là, à court terme? Et puis on discute et on essaie de passer à l'action. Ça ne veut pas dire que nous, c'est nous qui allons réaliser cela. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain que ça va se réaliser. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça peut prendre un mois, une journée. Qui sait? Les États-Unis d'Afrique.